Un couple d'adolescents a dit à leurs parents qu'ils se rendaient dans un terrain de camping populaire, mais ils ont plutôt conduit dans les contrées sauvages et reculé du Vermont pour une escapade secrète de fin de semaine. Pendant 3 mois agonisants, leurs familles n'ont eu aucune réponse alors que la piste devenait complètement froide. Puis, un entrepreneur de l'État est tombé sur leur campement abandonné et a trouvé un emballage de bonbons vide inhabituel qui allait s'avérer être le début d'un mystère beaucoup plus sombre, impliquant plus que 2 adolescents perdus. L'humidité dans la forêt nationale des Green Mountains n'était pas simplement de l'air. C'était un poids lourd et humide qui pesait sur Sharon Kincaid alors que les derniers vestiges de la lumière du jour s'estompèrent le dimanche 16 septembre 2018. Son fils, Red Kincaid, âgé de 17 ans, et sa petite amie, Odessa Vance, également âgée de 17 ans, étaient en retard. Pas de quelques minutes, mais de plusieurs heures. Le voyage de camping du week-end avait été une négociation. Jacqueline Vance, la mère d'Odessa, avait hésité. L'idée que le jeune couple passe une nuit seul dans les bois la troublait. Mais Rhett, avec sa confiance naturelle et son expérience du plein air, avait assuré aux 2 couples de parents qu'ils se dirigeaient vers un terrain de camping populaire et bien équipé, un endroit grouillant de familles et de gardes forestiers. Finalement, Jacqueline avait cédé. Sharon, faisant implicitement confiance à son fils, avait accepté facilement. Maintenant, les appels au téléphone portable de Rhett et d'Odessa rencontraient une impasse électronique immédiate, directement sur la messagerie vocale. Dans les zones de service inégales des montagnes du Vermont, ce n'était pas immédiatement catastrophique. Mais alors que l'après-midi se transformait en soirée, l'absence de contact devenait inquiétante. À 18h, l'anxiété qui se resserrait dans la poitrine de Sharon devint insupportable. Elle devait agir. Elle décida de se rendre au terrain de camping, imaginant un pneu crevé, une batterie morte, une explication simple. Le trajet était sombre et sinueux, les routes parfois glissantes à cause de la pluie récente. Lorsque Sharon arrive à l'entrée du terrain de camping, le kiosque d'enregistrement était occupé, la fin de la saison achalandée approchant. Elle s'approcha du garde forestier de service, sa voix tendue alors qu'elle expliquait la situation. Le garde, habitué aux anxiétés des parents, vérifia calmement les registres d'inscription. Il parcourut les noms, puis les parcourut à nouveau. Red Kincaid n'y était pas. Odessa Vance n'y était pas. Il ne s'était jamais enregistré. Sharon insista, sa voix s'élevant légèrement. Peut-être était-il arrivé tard. Peut-être avait-il contourné l'enregistrement. Elle conduisit elle-même dans les boucles du terrain de camping. Ses phares balayant les emplacements, cherchant la Jeep familière de Rhett, un modèle plus ancien. Elle n'y était pas. Pas de tente. Pas de feu de camp. Aucun signe d'eux du tout. La réalisation fut un coup physique. Rhett et Odessa avaient menti. Ils étaient intentionnellement allés ailleurs. S'ils n'étaient pas ici, où étaient-ils? La nature sauvage du Vermont est vaste, accidentée, et même en septembre, imprévisible. De retour à sa voiture, Sharon examina frénétiquement son dernier contact avec son fils. C'était un message texte reçu vendredi après-midi. Il contenait une seule image, un selfie, pris de près. Rhett, portant ses lunettes, un sweat à capuche marron et un gilet sombre, souriait légèrement à la caméra. À côté de lui se trouvait Odessa, ses longs cheveux blonds débordant d'un bonnet en tricot de couleur crème qui correspondait à celui de Rhett. Leurs vêtements chauds semblaient appropriés pour les soirées plus fraîches en montagne. Derrière eux se trouvaient des murs de terre rugueux et inégaux, suggérant qu'ils étaient à l'intérieur d'une grotte peu profonde ou d'un abri rocheux. Le message était bref. « On part maintenant. On se voit dimanche. » Cette photo était maintenant la dernière preuve connue de leur existence. À 21h, les Kincaid et les Vance convergèrent au poste de police locale. L'écart entre les plans déclarés des adolescents et leur absence totale fit immédiatement monter la situation d'un cran. Red Kincaid et Odessa Vance furent officiellement portés disparus. La tromperie signifiait que la zone de recherche n'était pas un terrain de camping contenu. C'était potentiellement des centaines de kilomètres carrés de nature sauvage sans piste et la recherche commençait à l'aveugle. La mobilisation initiale par la police d'État du Vermont fut rapide, motivée par l'âge des personnes disparues et l'imprévisibilité du temps au début de l'automne. Les premières 48 heures étaient les critiques. Les équipes de recherche et de sauvetage, entravées par la pluie intermittente et le feuillage dense de la fin de l'été, concentrèrent leurs efforts autour du terrain de camping de la forêt nationale des Green Mountains. C'était le point de départ logique, l'endroit où ils étaient censés être. Bénévoles et professionnels parcouraient les bois denses, leurs appels résonnant sans réponse. Des unités canines furent déployées, tentant de capter une piste olfactive. Mais l'air humide et l'immensité du terrain rendèrent le pistage difficile. La recherche opérait sous l'hypothèse qu'ils avaient peut-être garé à proximité et fait de la randonnée, même s'ils ne s'étaient pas enregistrés.
Mais alors que le premier jour se transformait en deuxième, puis en troisième, il devint douloureusement clair que l'hypothèse était fausse. La Jeep de Rhett ne fut trouvée dans aucune aire de stationnement ou dégagement à proximité. Le couple n'avait jamais été près du terrain de camping. Les enquêteurs tentèrent de localiser leur téléphone portable, espérant une miette numérique. Les données confirmèrent le silence. Les deux téléphones avaient perdu la connexion avec le réseau peu après avoir quitté leur ville natale vendredi après-midi. Les derniers signaux étaient géographiquement inutiles, n'offrant aucun indice sur la direction qu'ils avaient prise après avoir envoyé le selfie. La piste numérique était devenue froide. Avec la recherche physique ne donnant rien d'autre que de l'épuisement et de la frustration, l'enquête changea de focus. Si Rhett et Odessa avaient intentionnellement trompé leurs parents, ils devaient avoir une destination alternative spécifique en tête. La question était de savoir comment ils avaient planifié ce voyage secret et où ils avaient l'intention d'aller. Le selfie offrait peu d'indices. L'arrière-plan de l'abri rocheux aurait pu être n'importe où au Vermont. Un état criblé de caractéristiques géologiques similaires. La police commença des entretiens approfondis avec les amis du couple, cherchant tout indice sur leur plan. Tout secret murmuré. Ils cherchaient quelqu'un à qui Rhett aurait pu se confier. La percée ne vint pas d'un ami, mais d'une source improbable lors d'un démarchage de routine des membres de la famille élargie. L'oncle de Rhett, Barry Kincaid. Barry mentionna quelque chose en passant qui attira immédiatement l'attention des enquêteurs. Rhett avait récemment développé un vif intérêt pour le trekking sérieux en arrière-pays et le survivalisme, allant au-delà du camping occasionnel de sa jeunesse. Environ une semaine avant le voyage, Rhett avait demandé à emprunter l'unité GPS portable spécialisée de Barry. Ce n'était pas un GPS de voiture typique, mais un modèle Garmin plus ancien et robuste conçu pour être utilisé loin du service cellulaire, le genre utilisé par les chasseurs et les randonneurs sérieux pour naviguer en pleine nature par synchronisation satellite. Barry n'y avait pas beaucoup pensé à l'époque, supposant que Rhett le voulait comme sauvegarde pour leur voyage au terrain de camping des Green Mountains. Il l'avait remis sans poser de questions, montrant même à Rhett comment télécharger de nouvelles cartes. Les enquêteurs réalisèrent immédiatement l'importance potentielle de cet appareil. Bien que l'unité GPS elle-même ait disparu avec Rhett, il y avait une chance qu'elle contienne des données sur leur itinéraire prévu. Si Rhett avait programmé des coordonnées ou téléchargé des cartes, ces informations pourraient encore exister ailleurs. Ils demandèrent à Barry où Rhett aurait chargé des informations sur l'appareil. Barry expliqua que l'unité devait être physiquement connectée via USB à un ordinateur. Rhett avait utilisé l'ordinateur personnel de Barry à cette fin. Une équipe d'examinateurs en criminalistique numérique fut envoyée chez Barry Kincaid. L'atmosphère était tendue alors qu'ils allumaient l'ordinateur de bureau vieillissant. Ils cherchèrent le logiciel de synchronisation utilisé par l'unité GPS. Si Rhett n'avait pas supprimé l'historique, le logiciel pourrait conserver un enregistrement des données transférées sur l'appareil. Le processus était minutieux. Les examinateurs devaient naviguer dans le disque dur encombré, cherchant les formats de fichiers spécifiques et les journaux de synchronisation utilisés par le logiciel Garmin. La famille attendait, le silence n'étant rompu que par le cliquetis du clavier et le vrombissement du ventilateur de l'ordinateur. Après plusieurs heures, au plus profond des dossiers de données d'application, ils le trouvèrent. Un journal de synchronisation et des fichiers de cartes en cache. Rhett avait effectivement téléchargé des données sur l'unité GPS. Il avait programmé une série de points de passage et un itinéraire détaillé quelques jours seulement avant la disparition. Alors que les enquêteurs analysaient les données et projetaient de l'itinéraire sur une carte topographique du Vermont, l'ampleur de la tromperie devint claire. L'itinéraire ne menait nulle part près de la forêt nationale des Green Mountains. Les coordonnées indiquaient une destination radicalement différente du terrain de camping sûr et peuplé qu'ils avaient se décrit à leurs parents. L'itinéraire menait vers le nord-est, vers l'une des régions les plus reculées, les moins peuplées et les plus densément boisées de tout l'État, le Royaume du Nord-Est. Le Royaume du Nord-Est du Vermont est une vaste zone connue pour sa beauté sauvage, son isolement et son manque d'infrastructures. C'est un endroit où la civilisation cède la place aux forêts boréales denses et aux montagnes accidentées. Les coordonnées spécifiques que Rhett avait programmées se trouvaient au plus profond de cette région, très près de la frontière canadienne. C'était une zone caractérisée par une nature sauvage sans piste, de vieilles routes forestières et un terrain si difficile que peu de gens s'y aventuraient. La découverte modifia fondamentalement l'enquête. Elle confirmait que Rhett et Odessa ne s'étaient pas simplement perdus ou n'avaient pas eu d'accident près de la civilisation. Ils avaient intentionnellement recherché une solitude extrême. Ils avaient planifié méticuleusement pour disparaître dans la nature sauvage. Les implications étaient troublantes. Pourquoi deux adolescents de 17 ans iraient-ils si loin pour cacher leur emplacement? Le selfie, pris avant qu'ils n'entrent dans les bois profonds, les montrait préparés pour le temps frais. Ils savaient dans quoi ils s'embarquaient, mais dans quoi s'embarquaient-ils?
Les efforts de recherche se déplacèrent immédiatement vers le royaume du Nord-Est. Mais le défi auquel étaient confrontées les équipes de recherche était immense. La zone définie par les données GPS était massive, couvrant des dizaines de kilomètres carrés de terrain accidenté et montagneux. Le feuillage dense rendait l'observation aérienne presque impossible, et la recherche au sol était lente et dangereuse. Alors que les opérations de recherche à grande échelle se mobilisaient dans ce nouveau paysage redoutable, les familles luttaient pour comprendre la tromperie. Sharon Kincaid était dévastée, aux prises avec la réalisation que son fils l'avait délibérément induite en erreur. Jacqueline Vance était furieuse, ses pires craintes concernant le voyage réalisé et amplifié. La découverte de l'itinéraire caché avait fourni un emplacement, mais elle avait également approfondi le mystère entourant leur disparition. La vaste nature sauvage silencieuse du royaume du Nord-Est détenait les réponses, mais elle semblait déterminée à les garder. L'automne 2018 progressa, le feuillage vibrant s'estompant en branches nues et les jours devenant plus courts et plus froids. Les efforts de recherche intensifs pour Red Kincaid et Odessa Vance dans le royaume du Nord-Est se poursuivirent pendant des semaines. Mais le terrain accidenté et l'ampleur même de la zone contrecarrèrent toute tentative de les localiser. À mesure que le temps se détériorait, les opérations à grande échelle furent progressivement réduites. L'affaire devint froide. Pour les familles Kincaid et Vance, les mois qui passèrent furent une période agonisante d'animation suspendue. Le manque de réponse, combiné à la connaissance que les adolescents se trouvaient quelque part dans cette vaste nature sauvage silencieuse, était un tourment constant. L'espoir de les retrouver vivants s'estompa, remplacé par un besoin désespéré de clôture. 3 mois passèrent dans ce limbe agonisant. C'était maintenant la mi-décembre 2018. L'hiver approchait, mais les fortes chutes de neige n'étaient pas encore arrivées dans cette région spécifique. Le paysage était morne et désolé, un monde monochromatique d'arbres nus, de feuilles mortes humides et de ciel froid et gris. La percée, quand elle vint, ne fut pas le résultat d'un effort de recherche dédié, mais d'une rencontre fortuite par quelqu'un habitué à l'isolement du royaume du Nord-Est. Wyatt Pendergast était un géomètre géologique. Il travaillait seul, contracté par l'État pour cartographier et évaluer les anciens puits de mines abandonnés dispersés dans les régions reculées du Vermont. C'était un travail spécialisé qui nécessitait de naviguer sur un terrain difficile loin de tout sentier établi. Ce jour de décembre particulier, Wyatt travaillait au plus profond des bois, dans la région même où Rhett et Odessa avaient disparu. Il était à des kilomètres de la route pavée la plus proche, naviguant dans les bois denses avec une unité GPS et des cartes topographiques. L'air était immobile et froid, le sol couvert d'une épaisse couche de feuilles brunes en décomposition. Il était concentré sur sa grille d'enquête, documentant méticuleusement les emplacements et les conditions des anciens puits, vestiges d'un passé industriel depuis longtemps oublié. Le terrain était traître, glissant de boue et de feuilles mouillées. Il traversait une pente raide et fortement boisée, manœuvrant autour de gros rochers et d'arbres tombés. Il était légèrement hors de son itinéraire prévu, contournant un ravin difficile, quand il tomba sur quelque chose qui n'appartenait pas à la nature sauvage. Dans une petite clairière relativement plate, partiellement abritée par un bosquet de pins denses, se trouvait un campement. La vue était déconcertante. Une petite tente d'aume pour 2 personnes, de couleur jaune délavée, s'affaissait sous le poids des débris accumulés et de l'humidité. Le tissu était taché de boue, de crasse et de moisissures, indiquant qu'il avait été exposé aux éléments pendant une période significative. Wyatt s'approche prudemment. Le campement était clairement abandonné, l'atmosphère était étrange, un témoignage silencieux de négligence. Le sol autour de la tente était jonché de bouteilles d'eau en plastique écrasées, dispersées parmi les feuilles. Un foyer de fortune, un simple cercle de grandes pierres grises, était rempli de cendres froides et grises, de restes carbonisés de bois et de quelques détritus. À droite de la tente, une corde à linge de fortune était attachée entre 2 arbres. Plusieurs pièces de vêtements sombres et humides pendaient les mollements. Sa première pensée fut l'irritation. Le déversement illégal était un problème persistant dans ces zones reculées. On aurait dit que quelqu'un avait simplement abandonné toute son installation, laissant son équipement pourrir. Il documenta le site avec son appareil photo, avec l'intention de le signaler aux autorités pour le nettoyage. Il sortit son téléphone portable pour appeler, mais comme prévu, il n'y avait pas de signal. Il était trop profondément dans la nature sauvage. Il marqua les coordonnées sur son unité GPS et se prépara à retourner à son véhicule à plusieurs kilomètres de là pour passer l'appel. L'image du campement désolé resta avec lui, troublante dans son immobilité. Il lui fallut près de 2 heures de randonnée ardue pour atteindre son camion. Il conduisit jusqu'à retrouver le service cellulaire et contacta la police d'État du Vermont. Il signala le campement abandonné, fournissant les coordonnées précises et décrivant l'équipement jeté. Le lendemain, un policier d'État, le trooper Miller, fut envoyé pour enquêter. Il s'attendait à une affaire de littering de routine.
La randonnée était longue, le terrain boueux et difficile. Lorsque le trooper Miller arriva sur le site, il vit la même scène de désolation qui avait troublé Wyatt Pendergast. L'air était sombre et humide, le silence profond. Il commença à traiter le site, la procédure standard pour le déversement illégal. Il cherchait toute identification afin que l'État puisse infliger une amende aux propriétaires de l'équipement. Il ouvrit soigneusement la fermeture éclair de la tente affaissée, écartant le tissu humide. Des sacs de couchage et d'autres équipements étaient éparpillés à l'intérieur, moisis et en décomposition. Il fouilla dans les objets jetés, cherchant quelque chose avec un nom. Dans un petit sac à dos, près de l'entrée de la tente, il trouva un portefeuille. Il l'ouvrit, s'attendant à trouver la pièce d'identité d'un campeur négligent. Il sortit le permis de conduire. Le nom sur le permis était Red Kincaid. Le trooper Miller se figea. Il fixa les permis, le nom instantanément reconnaissable. Les adolescents disparus. L'affaire qui avait dominé les nouvelles locales 3 mois auparavant. Ce n'était pas juste de l'équipement illégalement jeté. C'était le campement des 2 adolescents qui avaient disparu en septembre. Il recula immédiatement de la tente, faisant attention à ne rien déranger davantage. Il appela des renforts par radio, sa voix urgente. La clairière, silencieuse et reculée, était maintenant une scène de crime potentielle. Une équipe d'enquêteurs de scène de crime arriva quelques heures plus tard. L'atmosphère changea dramatiquement. Le campement désolé était maintenant le centre d'un examen médico-légal méticuleux. Les enquêteurs traitèrent systématiquement la scène, photographiant chaque détail avant de déranger le sol couvert de feuilles. La tente jaune, le foyer, les vêtements humides sur la corde. Ils collectèrent méticuleusement les bouteilles d'eau jetées, les restes d'emballages alimentaires et l'équipement à l'intérieur de la tente. La scène suggérait que le camp avait été abandonné brusquement, mais il n'y avait aucun signe manifeste de lutte dans les environs immédiats de la tente. Tout l'équipement était là. Cela ne ressemblait pas à un vol. Puis, près du foyer, partiellement obscurci sous une couche de feuilles en décomposition et de cendres, un enquêteur repéra un éclat de couleur vive. Utilisant des pinces, il récupéra soigneusement l'objet. C'était un emballage froissé et vide, légèrement sale. L'emballage était vert vif et jaune, présentant des figurines de bonbons gélifiés en forme d'ours de dessin animé. Les mots « Stony Patch » étaient imprimés en grosses lettres, avec la phrase « Aigre and Dux puis Stone ». C'était un emballage de produits comestibles au cannabis à haute puissance. Cette seule pièce de preuve changea immédiatement le récit de la disparition. La découverte de l'emballage Stony Patch suggérait une raison pour laquelle les adolescents avaient recherché une telle solitude extrême. Ils étaient venus ici pour expérimenter, loin des regards indiscrets des parents et des autorités. Cela peignait un tableau de rébellion adolescente typique, une escapade secrète dans la nature sauvage. Mais cela soulevait également des questions troublantes immédiates. S'ils avaient consommé les produits comestibles, leur jugement et leur coordination physique auraient été gravement altérés. Dans ce terrain accidenté, cela aurait pu être désastreux. La découverte du campement était une percée majeure, la première preuve concrète de l'endroit où se trouvaient Rhett et Odessa depuis leur disparition. Mais la scène offrait plus de questions que de réponses. Le camp abandonné, l'équipement jeté, l'emballage de drogue vide, tout suggérait une histoire qui s'était mal terminée. Mais où étaient Rhett et Odessa ? La découverte du campement abandonné dans la nature sauvage reculée du royaume du Nord-Est envoya une onde de choc à travers les petites communautés du Vermont liées à l'affaire. Pour les familles de Rhett, Kincaid et d'Odessa Vance, la nouvelle était une confirmation dévastatrice que les adolescents avaient bien été dans ce paysage redoutable. Mais les détails spécifiques des preuves trouvées sur la scène, en particulier l'emballage de produits comestibles Stony Patch, déclenchèrent une tempête de spéculation et de conflits, fracturant l'alliance fragile entre les familles. Jacqueline Vance, la mère d'Odessa qui avait toujours nourri des réserves sur le voyage, et la relation d'Odessa avec Rhett étaient consumées par un mélange puissant de chagrin et de colère. La présence de produits comestibles au cannabis à haute puissance confirmait ses pires craintes concernant l'influence de Rhett sur sa fille. Dans des déclarations publiques et lors d'entretiens avec les enquêteurs, le chagrin de Jacqueline se manifestait sous forme d'accusations. Elle blâmait publiquement Rhett pour toute la situation, elle l'accusait d'avoir fait pression sur Odessa pour qu'elle prenne les drogues, suggérant que son imprudence et son désir d'expériences illicites les avaient menés au danger. Son récit dépeignait Rhett comme l'instigateur, celui responsable de la tragédie qui les avait frappés. Les accusations ne s'arrêtaient pas là. Jacqueline suggérait même la possibilité que Rhett, sous l'influence des drogues, ait pu faire du mal à Odessa. Peut-être s'était-il disputé, peut-être était-il devenu paranoïaque ou agressif dans les affres de l'intoxication. Le campement abandonné, selon elle, était la preuve de sa culpabilité, une scène de tragédie adolescente alimentée par un mauvais jugement. Sharon Kincaid, la mère de Rhett, était dévastée par ces accusations.
Elle défendit farouchement son fils, insistant sur le fait qu'il ne ferait jamais de mal à Odessa. Rhett, maintenait-elle, était un jeune homme attentionné et protecteur. Les drogues, bien que préoccupantes, ne le transformaient pas en monstre. Sharon voyait le campement abandonné différemment. Pour elle, le fait que tout leur équipement ait été laissé derrière suggérait quelque chose de plus sinistre qu'un accident ou une dispute induite par la drogue. Cela suggérait une menace externe, quelque chose qui avait interrompu leur voyage de camping et les avait forcés à fuir ou à être emmenés. Le conflit entre les familles se joua publiquement, alimenté par les spéculations des médias et les ragots de la communauté. L'emballage Stony Patch devint le point central de l'enquête, alimentant les théories dominantes sur ce qui s'était passé. La théorie la plus importante était que le couple avait consommé les produits comestibles, était devenu gravement intoxiqué et s'était éloigné du campement. Altérés et désorientés dans le terrain accidenté, ils auraient facilement pu se perdre ou se blesser. Une autre théorie suggérait que, sous l'influence, ils auraient pu être attaqués par la faune. Le royaume du Nord-Est abritait des ours noirs, des coyotes et d'autres prédateurs. Des adolescents avec des facultés affaiblies auraient été vulnérables, surtout à la fin de l'été lorsque les ours cherchent activement de la nourriture. D'autres spéculaient sur la possibilité de rencontrer des étrangers dans les bois. Malgré l'éloignement de l'endroit, la zone était parfois utilisée par des chasseurs ou d'autres personnes cherchant l'isolement. Les enquêteurs, tout en étant conscients de la tourmente émotionnelle et des spéculations publiques, se concentrèrent sur les preuves physiques. Le campement avait été traité méticuleusement, mais la zone immédiate ne livra aucun reste humain. La recherche s'étendit maintenant vers l'extérieur du campement, cherchant tout signe des adolescents, tout indice sur leur direction de déplacement. Le terrain entourant la clairière était raide et traître. Quelques jours après le début de la recherche élargie, les enquêteurs firent une découverte significative qui compliqua le récit d'un simple accident. À environ 150 mètres de la tente, près du bord d'un ravin rocheux escarpé, ils trouvèrent un objet partiellement enfoui dans la terre humide, obscurci par des feuilles mortes. C'était une paire de lunettes. Elles étaient distinctives, avec des montures fines de couleur sombre et des verres ronds. Sharon Kincaid les identifia immédiatement comme appartenant à Rhett. Les lunettes étaient de cassées. La monture était brisée et un verre était fissuré. L'emplacement de la découverte était troublant. C'était loin de la relative sécurité du campement, près d'une chute dangereuse. L'état brisé des lunettes suggérait une chute, ou peut-être une confrontation physique. Si Rhett était tombé dans le ravin, ses restes pourraient être cachés dans le terrain difficile en contrebas. Les équipes de recherche effectuèrent une recherche méticuleuse du ravin, descendant en rappel les pentes raides et ratissant le fond. Mais ils ne trouvèrent rien. Pas de restes, pas de vêtements, pas d'autres preuves. Les lunettes cassées restaient un indice isolé et inquiétant, suggérant un moment de violence ou de panique loin du campement. Pendant que la recherche du ravin était en cours, une autre équipe d'enquêteurs examinait la zone plus large autour du campement, cherchant des voies d'accès. L'emplacement était extrêmement éloigné, loin de tout sentier établi. Comment Rhett et Odessa avaient-ils atteint cet endroit et quelqu'un d'autre y avait-il été ? À environ un demi-kilomètre du campement, les enquêteurs localisèrent une vieille route forestière fortement envahie par la végétation. Elle était à peine visible, inutilisée depuis des années, mais elle offrait une voie d'accès potentielle dans la zone. Dans une parcelle de boue, où le sol était lourd d'argile et avait été protégé des pluies récentes par une saillie rocheuse en surplomb, ils trouvèrent quelque chose de crucial. Ils dégagèrent soigneusement une couche de feuilles de morte accumulées, révélant l'empreinte distincte en dessous. Un ensemble de traces de pneus, les traces étaient inhabituelles, elles ne correspondaient pas au motif de bande de roulement de la Jeep de Rhett, qui était toujours portée disparue. Elles ne correspondaient pas non plus aux VTT ou camions typiques couramment utilisés par les chasseurs ou les bûcherons dans la région. Les traces étaient le plus étroites et le motif de bande de roulement était unique, agressif, suggérant un véhicule spécialisé ou modifié conçu pour naviguer sur un terrain accidenté et hors route. La découverte des traces de pneus changeait la donne. Elle introduisait la possibilité qu'une tierce partie ait été présente sur ou près du campement. La préservation des traces suggérait qu'elles avaient été faites quelque temps avant la chute importante des feuilles d'automne, potentiellement au moment de la disparition. L'enquête avait maintenant deux récits contradictoires. L'attirail de drogue suggérait un accident, une escapade adolescente qui avait mal tourné. Mais les lunettes cassées, loin du camp, et les traces de pneus mystérieuses suggéraient quelque chose de plus sinistre. S'était-il éloigné sous l'influence ou avait-il été confronté par quelqu'un qui était arrivé sur cette vieille route forestière ? Le mystère s'approfondissait, le silence de la nature sauvage semblant maintenant moins comme un vide et plus comme une menace dissimulée.
L'enquête oscillait entre les implications contradictoires des preuves. Les produits comestibles Stony Patch suggéraient fortement une mésaventure, un accident tragique né de l'imprudence juvénile. Mais les lunettes cassées près du ravin et les traces de pneus non identifiés laissaient entrevoir un acte criminel, un récit plus sombre se cachant sous la surface. Avec la recherche physique autour du campement ne livrant aucun autre reste ou indice, les enquêteurs décidèrent de prioriser l'angle de la drogue, espérant qu'il pourrait révéler des contacts ou des motifs qui expliquaient la disparition. Retracer la source des produits comestibles au cannabis devint un objectif principal. En 2018, alors que les lois sur le cannabis commençaient à s'assouplir, les produits comestibles à haute puissance et emballés commercialement comme Stony Patch étaient encore largement illicites au Vermont, surtout pour les mineurs. Les enquêteurs devaient de découvrir où Rhett les avait acquis. Ils menèrent des entretiens discrets avec les amis proches et les connaissances du couple. Rhett et Odessa étaient généralement considérés comme de bons enfants, pas connus pour être fortement impliqués dans la scène de la drogue locale. Cependant, comme beaucoup d'adolescents, ils étaient curieux et expérimentaux. Après plusieurs entretiens, caractérisés par l'hésitation et la peur d'avoir des ennuis, un nom émergea. Le nom appartenait à un dealer local à petite échelle, un jeune adulte connu pour vendre des produits de cannabis aux lycéens. Il opérait en marge, gardant un profil bas, mais sa réputation était connue parmi les jeunes locaux. Il devint une personne d'intérêt principal. S'il avait fourni les produits comestibles, il pourrait en savoir plus sur les plans de Rhett pour le week-end, ou peut-être avait-il un motif pour les suivre dans la nature sauvage. La police amena le dealer pour interrogatoire. La salle d'interrogatoire était petite et sans air. Initialement résistant et défensif, le dealer réalisa finalement la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement de vendre de l'herbe, il s'agissait de 2 adolescents disparus. Sous une pression soutenue, il admit avoir vendu les produits comestibles Stony Patch à Rhett quelques jours avant le voyage de camping. Les enquêteurs le pressèrent pour des détails. Rhett avait-il mentionné où ils allaient? Pourquoi ils avaient besoin de produits aussi puissants? Le dealer, maintenant désireux de se distancer de la disparition, révéla un détail inhabituel qui capta immédiatement toute l'attention des enquêteurs. Rhett avait été inhabituellement spécifique sur leurs besoins de solitude extrême. Il mentionna que lui et Odessa cherchaient un endroit très éloigné, pas seulement pour l'intimité, mais parce qu'ils prévoyaient de rencontrer quelqu'un. Selon le dealer, Rhett avait dit qu'il s'était connecté avec quelqu'un en ligne qui leur promettait une expérience unique hors réseau. Cette révélation frappa les enquêteurs comme un choc électrique. Elle fournissait une explication potentielle de pourquoi les adolescents avaient choisi un endroit si éloigné dans le royaume du Nord-Est et pourquoi ils avaient dû tromper leurs parents. Elle introduisait également un nouvel élément dangereux, un individu inconnu qui les avait potentiellement attirés dans la nature sauvage. L'enquête se déplaça immédiatement et de manière décisive vers cette nouvelle piste. L'expérience hors réseau suggérait une connexion avec des communautés survivalistes ou de styles de vie alternatifs dont on savait qu'elles existaient dans les régions reculées du Vermont. Les enquêteurs plongèrent dans les vies numériques de Rhett et d'Odessa, fouillant leurs comptes de médias sociaux, leurs emails et leurs historiques de navigation qui avaient été récupérés de leurs ordinateurs personnels. Ils découvrirent que Rhett avait été de plus en plus actif sur des forums en ligne obscurs dédiés à la survie en arrière-pays, à l'homesteading et à la vie hors réseau. Il avait recherché des techniques de survie à long terme en milieu sauvage, de vie durable et d'évasion de détection. Il semblait fasciné, peut-être obsédé, par l'idée de se déconnecter de la société. Dans l'un de ces forums, les enquêteurs identifièrent un utilisateur qui avait communiqué fréquemment avec Rhett dans les semaines précédant la disparition. Le profil de l'utilisateur était anonyme, mais ses messages étaient charismatiques et persuasifs, prônant un rejet radical de la société moderne et promouvant un style de vie communautaire secret au plus profond de la nature sauvage. La communication entre Rhett et cet utilisateur suggérait des plans pour se rencontrer. L'utilisateur prétendait faire partie d'une petite communauté établie vivant hors réseau dans le royaume du Nord-Est et offrait de guider Rhett et Odessa dans ce sanctuaire caché. Les coordonnées programmées dans l'unité GPS empruntée correspondaient à la zone générale décrite par l'utilisateur. Cela semblait être une percée majeure. Le récit était convaincant et terrifiant. 2 adolescents impressionnables, fascinés par l'idée d'un style de vie alternatif, attirés dans la nature sauvage par un contact en ligne charismatique. Peut-être avait-il rejoint cette communauté volontairement. Ou peut-être que la communauté était quelque chose de plus sinistre, une secte ou une entreprise criminelle. L'enquête consacra des ressources à identifier l'utilisateur anonyme. Une équipe d'experts en criminalistique numérique travailla 24 heures sur 24, tentant de retracer l'empreinte numérique de l'utilisateur. L'excitation était palpable. Ils sentaient qu'ils étaient sur le point de résoudre l'affaire, peut-être même de retrouver les adolescents vivants dans cette communauté cachée.
Mais la piste était frustramment insaisissable. L'utilisateur était sophistiqué dans son utilisation de la technologie, employant des VPN, des applications de messagerie cryptées et des couches complexes d'anonymat pour masquer son identité et son emplacement. Les adresses IP associées à l'activité de l'utilisateur changeaient constamment, menant les enquêteurs dans une chasse aux fantômes numériques à travers des serveurs internationaux. Des semaines se transformèrent en un mois. La criminalistique numérique intensive continua, mais la piste devint froide. Le profil d'utilisateur sur le forum fut soudainement supprimé. Toute communication cessa. La piste, qui avait semblé si prometteuse, s'évapora dans l'éther numérique. Les enquêteurs furent confrontés à une réalisation écrasante. Ils avaient peut-être affaire à un catfish sophistiqué, quelqu'un qui appréciait le jeu de pouvoir d'attirer les gens en ligne, mais n'avait jamais eu l'intention de les rencontrer en personne. Ou peut-être que l'utilisateur avait paniqué lorsque la disparition était devenue une histoire majeure dans les nouvelles et avait effacé ses traces numériques. La piste de l'expérience hors réseau fut finalement déterminée comme étant une impasse. Elle avait gaspillé un temps et des ressources d'enquête cruciaux, détournant l'attention des preuves physiques trouvées au campement. La frustration parmi les enquêteurs était immense. L'effondrement de cette piste les força à revenir au début, à la froide réalité du campement abandonné, des lunettes cassées et des traces de pneus mystérieuses. S'ils n'avaient pas été attirés là par un contact en ligne, pourquoi avaient-ils choisi cet endroit éloigné spécifique? Et que leur était-il arrivé? Le mystère entourant la disparition de Rhett et Odessa s'approfondissait. Le silence de la nature sauvage faisant écho au silence de la piste numérique. Avec la théorie séduisante de les expériences hors réseau, démystifiée et la piste numérique disparaissant dans un vide anonyme, l'enquête fut forcée de se retirer du monde virtuel et de se recentrer sur les preuves tangibles et physiques collectées près du campement. Les lunettes cassées restaient une anomalie obsédante suggérant violence ou accident, mais c'étaient les traces de pneus inhabituels trouvées sur la route forestière envahie qui détenaient le plus de potentiel pour une percée. Les traces était la seule preuve concrète suggérant la présence d'une tierce partie, une présence qui restait inexpliquée. Les enquêteurs se concentrèrent sur l'identification du véhicule qui avait fait ces traces. Les photographies et les moulages du motif de bande de roulement avaient été largement diffusés parmi les agences d'application de la loi et les experts en véhicules, mais aucune correspondance n'avait été trouvée dans les bases de données standards. La largeur étroite et le motif de bande de roulement unique restaient obstinément non identifiables. Cependant, l'emplacement du campement, au plus profond du royaume du Nord-Est et très proche de la frontière canadienne, incita les enquêteurs à considérer des possibilités moins conventionnelles. Cette région du Vermont était connue pour sa frontière poreuse, une vaste nature sauvage sillonnée de sentiers non officiels et de vieilles routes forestières utilisées pendant des décennies par les contrebandiers transportant des marchandises illicites entre les États-Unis et le Canada. La frontière ici n'était souvent guère plus qu'une ligne de coupe à travers la forêt dense, difficile à surveiller et facile à franchir sans être détectée. Les enquêteurs décidèrent de consulter les douanes et la protection des frontières américaines, CBP. Les agents du CBP patrouillant ce secteur éloigné avaient une connaissance spécialisée du terrain et des méthodes utilisées par les opérations de contrebande. Une réunion fut convoquée et les enquêteurs présentèrent à l'épreuve des traces de pneus, espérant que l'expertise des agents pourrait fournir une nouvelle perspective. Les agents du CBP analysèrent les photos et les moulages. Leur évaluation fut immédiate et décisive. Ils reconnurent le motif de bande de roulement. Ce n'était pas un véhicule commercial standard. Au lieu de cela, il était cohérent avec un type spécifique de véhicule utilitaire, souvent modifié avec des pneus spécialisés, utilisés par des opérations de contrebande sophistiquées pour naviguer sur les passages accidentés et non officiels entre le Vermont et le Québec. Ces véhicules étaient choisis pour leur durabilité, leur profil étroit leur permettant d'accéder à des sentiers trop petits pour les camions et leur capacité à transporter une cargaison importante tout en maintenant un profil bas. Cette identification fut un moment décisif. Elle déplaça fondamentalement l'attention de l'enquête d'un incident localisé, un accident ou un acte de violence aléatoire, vers une activité criminelle transfrontalière potentielle. La disparition de Rhett et Odessa pourrait être liée au monde clandestin de la contrebande internationale. L'implication était glaçante. Les adolescents avaient-ils par inadvertance trébuché sur une opération de contrebande en cours? Avaient-ils choisi un campement directement sur une route de contrebande active? Si c'était le cas, les personnes impliquées seraient dangereuses, organisées et motivées pour éliminer tout témoin. Les autorités commencèrent à analyser les modèles de passages illégaux et d'activités de contrebande dans la région au moment de la disparition en septembre. Ils examinèrent les données des capteurs, les images de surveillance aérienne et les rapports de renseignements liés au réseau de contrebande opérant dans le royaume du Nord-Est.
Mais la nature sauvage était vaste, et les opérations de contrebande étaient sophistiquées, conçues pour éviter la détection. Relier un événement de contrebande spécifique à la disparition des adolescents s'avéra difficile. L'enquête s'enlisa à nouveau, la portée maintenant élargie au crime international, mais les pistes restant frustramment insaisissables. Des mois passèrent, l'hiver vint et repartit, et l'enquête resta active, bien que froide. C'était maintenant l'été 2019. L'affaire de Rhett et Odessa avait disparu des gros titres, l'urgence initiale remplacée par un sentiment persistant de mystère. Puis, un tuyau non lié arriva au département de police de Burlington à plus de 100 miles du Royaume du Nord-Est. Le tuyau ne venait pas d'un informateur ou d'un témoin, mais d'un travailleur des services publics faisant ses rondes de routine. Le travailleur desservait un grand complexe d'appartements vieillissants dans un quartier ouvrier de Burlington. Son travail consistait à vérifier les compteurs et à s'assurer que l'infrastructure fonctionnait correctement. En effectuant ces rondes, il remarqua une anomalie concernant une unité spécifique au 3e étage qui lui parut hautement suspecte. L'observation fut consignée dans son rapport. Le travailleur des services publics nota que les fenêtres de l'appartement étaient complètement obscurcies de l'intérieur. Pas avec des rideaux ou des stores, mais avec des feuilles de plastique lourdes de qualité industrielle, scotchées solidement au cadre, bloquant toute lumière et visibilité. On aurait dit que l'occupant essayait d'assurer une intimité absolue ou peut-être de dissimuler quelque chose à l'intérieur. De plus, le travailleur nota que la consommation d'électricité de l'unité était anormalement élevée. Elle était disproportionnée par rapport à la taille de l'appartement, suggérant que de l'équipement fonctionnait constamment. Peut-être des lampes de culture, des systèmes de ventilation robustes ou d'autres appareils à forte consommation. La combinaison des fenêtres obscurcies et de la consommation électrique élevée était un signal d'alarme souvent associé à des activités illicites comme la culture intérieure de cannabis ou des laboratoires de fortune. Le tuyau fut initialement classé comme un problème potentiel de stupéfiants. La police de Burlington enregistra l'information avec l'intention d'y donner suite lorsque les ressources le permettraient. Dans une ville animée, de tels rapports étaient courants. Cependant, le rapport finit par croiser le bureau d'un détective de la police d'État travaillant toujours sur l'affaire Kinkade Vance. Il était engagé dans la tâche fastidieuse de recouper les rapports d'activités suspectes de tout l'État avec les renseignements liés au réseau de contrebande identifié par le CBP. Il cherchait des individus liés à ces réseaux, des personnes vivant des styles de vie transitoires ou secrets. Le rapport du complexe d'appartements de Burlington attira son attention. Les fenêtres obscurcies et la consommation électrique élevée suggéraient un niveau de secret qui résonnait avec la nature clandestine des opérations de contrebande. Il décida de se pencher sur le locataire de l'appartement aux fenêtres obscurcies. La connexion était ténue, un coup de chance basé sur un profil généralisé, mais dans une affaire sans pistes actives, chaque anomalie valait la peine d'être étudiée. L'attention de l'enquête se déplaça dramatiquement, de la vaste nature sauvage du Royaume du Nord-Est à un seul appartement énigmatique au cœur de Burlington. Le tuyau du travailleur des services publics fournit un focus soudain et inattendu pour l'enquête tentaculaire. L'appartement aux fenêtres obscurcies à Burlington était un contraste frappant avec la nature sauvage sans piste du Royaume du Nord-Est, mais le sentiment de dissimulation, l'aura de secret, était le même. Les enquêteurs commencèrent à creuser l'identité du locataire de l'unité du 3e étage. L'appartement était loué à un homme nommé Ivan Zorik. Une vérification des antécédents révéla que Zorik était un immigrant récent, originaire d'Europe de l'Est. Il avait un historique de travail clairsemé aux États-Unis, principalement des emplois de main-d'œuvre transitoire, et gardait un profil très bas. Il n'avait pas de casier judiciaire significatif aux États-Unis, suggérant qu'il était prudent ou nouveau dans la région. Cependant, lorsque les enquêteurs recoupèrent de son nom avec des bases de données internationales et les renseignements fournis par le CBP concernant les réseaux de contrebande transfrontaliers, un tableau alarmant commença à émerger. Zorik avait des liens suspects avec des syndicats du crime organisé d'Europe de l'Est. Ces organisations étaient connues pour leur sophistication, leur brutalité et leur implication dans diverses activités illicites, notamment le trafic de drogue, la contrebande d'armes et, plus troublant encore, le trafic d'êtres humains à travers la frontière canadienne. La connexion était encore circonstancielle, mais le profil correspondait parfaitement. Un homme lié à des réseaux de contrebande internationaux, vivant dans un appartement secret, aux fenêtres obscurcies, avec une consommation d'électricité anormalement élevée, dans un état connu pour sa frontière poreuse. La possibilité que cela soit lié à la disparition de Rhett et Odessa, qui avaient disparu près d'une route de contrebande connue, devint trop convaincante pour être ignorée. Les autorités placèrent le complexe d'appartements sous surveillance étroite. Une équipe d'agents en civil surveilla le bâtiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, suivant les mouvements de Zorik. L'opération de surveillance était difficile et fastidieuse.
Le complexe d'appartements était densément peuplé, et Zorik était clairement prudent, peut-être même paranoïaque. Ils observèrent Zorik aller et venir à des heures irrégulières, souvent tard dans la nuit. Il était toujours seul. Il conduisait une berline banale, mais les enquêteurs notèrent qu'il changeait fréquemment de véhicule, utilisant des voitures de location et des véhicules empruntés. Il présentait un comportement classique de contre-surveillance, revenant sur ses itinéraires, s'arrêtant brusquement pour vérifier s'il était suivi, et scrutant constamment la zone avant d'entrer ou de sortir du bâtiment. C'était un professionnel, quelqu'un qui savait comment éviter la détection. La surveillance continua pendant des semaines. Les enquêteurs avaient eu besoin de preuves plus concrètes pour obtenir un mandat de perquisition. Ils surveillèrent ses interactions, ses achats et ses ordures. Ils notèrent qu'il apportait fréquemment de grandes quantités de nourriture et de fournitures dans l'appartement, apparemment plus qu'une personne ne pouvait consommer, mais il n'avait jamais de visiteurs. L'appartement restait scellé, une énigme silencieuse. Les preuves s'accumulaient que l'appartement était utilisé pour une activité illicite. La connexion à la route de contrebande près du campement, combinée aux antécédents de Zorik et à son comportement paranoïaque, peignait un tableau terrifiant. L'urgence d'entrer dans l'appartement grandissait, motivée par la possibilité faible mais horrible que les adolescents disparus puissent être liés à cette entreprise criminelle. Sur la base des preuves circonstancielles accumulées et des liens de Zorik avec le crime organisé, la police obtint un mandat de perquisition à haut risque. Étant donné les connexions suspectes de Zorik et le danger potentiel impliqué, la décision fut prise d'exécuter le mandat en utilisant une équipe tactique. Le raid fut programmé pour les premières heures du matin lorsque le complexe était calme et que l'élément de surprise était le plus grand. L'atmosphère était électrique alors que l'équipe tactique s'assemblait à l'extérieur du bâtiment. Les enjeux étaient incroyablement élevés. Ils ne savaient pas ce qu'ils trouveraient à l'intérieur de cet appartement aux fenêtres obscurcies. Un laboratoire de drogue, une cache d'armes ou quelque chose de bien pire. L'équipe se déplaça rapidement et silencieusement dans les couloirs du complexe d'appartements, convergeant vers l'unité de Zorik. Ils se positionnèrent à l'extérieur de la porte, armes au poing, la tension palpable. La brèche fut explosive. L'équipe utilisa un bélier pour forcer l'ouverture de la porte renforcée, le son du bois et du métal qui se brisait, résonnant dans le bâtiment silencieux. Ils prirent d'assaut l'appartement, criant des ordres, se déplaçant avec une précision pratiquée à travers l'intérieur faiblement éclairé. Ivan Zorik fut trouvé dans le salon principal, surpris et enragé par l'intrusion soudaine. Il résista violemment à l'arrestation, se battant avec les officiers avec une force et une férocité inattendues. Il fallut plusieurs officiers pour le maîtriser et lui passer les menottes. Il resta défiant, criant des menaces et luttant contre les entraves. L'appartement lui-même était troublant. Le salon principal était clairsemé, presque vide, sentant légèrement la nourriture rance et le désinfectant fort. Les fenêtres étaient effectivement couvertes d'un plastique noir épais, plongeant l'appartement dans une obscurité perpétuelle. La consommation électrique élevée était partiellement expliquée par un système de ventilation sophistiqué qui ronronnait bruyamment, apparemment conçu pour filtrer l'air et maintenir un environnement contrôlé, mais il n'y avait aucun signe d'opération de culture. L'équipe tactique commença une fouille systématique de l'appartement. La cuisine et le salon ne livrèrent rien d'immédiatement significatif. Ils passèrent aux chambres. La première chambre était vide, utilisée apparemment comme quartier de couchage spartiate de Zorik. La deuxième chambre était différente. La porte était fortement renforcée, équipée de multiples verrous externes et de matériel d'insonorisation. Il était immédiatement clair que cette porte était conçue, non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais pour garder quelque chose ou quelqu'un à l'intérieur. Le sentiment de terreur était palpable. Les officiers se préparèrent à forcer cette deuxième porte. Ils ne savaient pas ce qui les attendait de l'autre côté. L'anticipation était agonisante. Ils forcèrent l'ouverture de la porte. La pièce à l'intérieur était petite, sombre et étouffante. Le système de ventilation était le plus bruyant ici. L'odeur était horrible, un mélange de déchets humains, de sueur et de peur. Au centre de la pièce, éclairée par une seule lumière aérienne dure, ils la trouvèrent. Odessa Vance. Elle était vivante. Mais elle était à peine reconnaissable. Elle était gravement dénutrie, sa peau pâle et meurtrie, ses cheveux blonds emmêlés et sales. Elle était physiquement retenue, enchaînée à un lourd dispositif métallique boulonné au sol. Elle était blottie dans un coin, tremblant de manière incontrôlable, ses yeux écarquillés de terreur et d'incrédulité devant l'apparition soudaine de l'équipe tactique. Le choc de la découverte se répercuta parmi les officiers. Après près d'1 an de recherche, de craindre le pire, Odessa avait été trouvée. Cachée à la vue de tous au cœur de Burlington, prisonnière dans une cellule insonorisée. La scène était horrible. La pièce était méticuleusement conçue pour retenir un captif indéfiniment, un témoignage de la dépravation de Zorik.
La réalisation de ce qu'elle avait enduré au cours de l'année écoulée était dévastatrice. Le personnel médical fut immédiatement appelé sur les lieux. Ils s'approchèrent imprudemment d'Odessa, parlant d'un ton calme et rassurant. Elle était profondément traumatisée, à peine réactive. Ils administrèrent les premiers soins et se préparèrent à la transporter à l'hôpital. Ivan Zorik, maintenant maîtrisé et en détention, resta silencieux, ses yeux froids et défiants. Le raid avait sauvé Odessa, un résultat miraculeux dans une affaire définie par la tragédie. Mais le sort de Red Kinkade restait inconnu. L'horreur trouvée dans cette pièce insonorisée n'était que la moitié de l'histoire. Odessa Vance fut transportée d'urgence au centre médical de l'Université du Vermont où elle reçut des soins médicaux et psychiatriques intensifs. Elle était gravement déshydratée, dénutrie et souffrait du traumatisme physique et psychologique profond de près d'1 an de captivité et d'abus. Il faudrait plusieurs jours avant qu'elle ne soit assez forte pour parler avec les enquêteurs, pour commencer à articuler les horreurs qu'elle avait endurées. Quand elle fut finalement capable de raconter l'épreuve, l'histoire qu'elle raconta était déchirante. Elle expliqua qu'elle et Rhett avaient atteint le campement éloigné dans le royaume du Nord-Est comme prévu en septembre. Ils avaient monté la tente, allumé un feu et cherchant l'intimité et l'aventure qu'ils désiraient, consommer les produits comestibles Stony Patch. Alors que les drogues faisaient effet, leur perception s'altéra et ils devinrent détendus et affaiblis, vulnérables dans l'isolement de la nature sauvage. Ils étaient complètement inconscients qu'ils n'étaient pas seuls. Ils furent pris en embuscade. Ivan Zorik émergea soudainement des bois, armé et agressif. Odessa expliqua que Zorik, qui utilisait cette section reculée des bois pour sa route de contrebande active entre le Canada et les États-Unis, était tombé sur leur camp purement par hasard. Voyant les adolescents vulnérables, il vit une opportunité. Zorik les attaqua. Rhett, malgré ses facultés affaiblies, réagit instantanément, tentant de riposter et de protéger Odessa. Ils luttèrent violemment. C'est pendant cette confrontation, près du ravin, que les lunettes de Rhett furent arrachées et cassées. Mais il n'était pas de taille face à la brutalité de Zorik. Odessa fut témoin de l'inimaginable, Zorik maîtrisa et tua Rhett. Après le meurtre, Zorik enleva Odessa. Il utilisa son véhicule utilitaire modifié, la source des traces de pneus mystérieuses, pour la transporter hors de la nature sauvage via la vieille route forestière. Il l'emmena directement à l'appartement de Burlington qu'il avait déjà préparé comme un endroit sécurisé. Odessa révéla les intentions de Zorik. Il faisait partie d'un réseau de trafic d'êtres humains plus large. Son plan était de la retenir captive, de briser son esprit, et finalement de la faire passer clandestinement à travers la frontière au Canada où elle serait vendue. Sous un interrogatoire intense, Ivan Zorik reconnut le poids écrasant des preuves contre lui. Face au témoignage d'Odessa et à la découverte de la cellule de prison dans son appartement, il avoua. Il admit l'enlèvement d'Odessa Vance et le meurtre de Red Kinkade. Cependant, lorsque les enquêteurs le pressèrent pour l'emplacement du corps de Rhett, la coopération de Zorik cessa brusquement. Il arrêta de parler, offrant un mensonge évident et dédaigneux. Il prétendit ne pas se souvenir de ce qu'il avait fait des restes. Ivan Zorik fut accusé de meurtre, d'enlèvement et de trafic d'êtres humains. Il fut reconnu coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Odessa Vance commença le long et ardu processus de récupération. Le corps de Red Kinkade ne fut jamais retrouvé. Son lieu de repos final restant un secret détenu par la vaste nature sauvage du royaume du Nord-Est.